la lecture de la déclaration à laquelle nous venons d'assister et son approbation par tous, nous souhaitions tenir une conférence de presse. Je souhaitais commencer cette conférence de presse en exprimant la solidarité du peuple français à l'égard du peuple belge. Nous avons, pendant notre réunion, appris ce qui s'était passé ce matin en Belgique et la terrible attaque qui, semble-t-il, serait qualifiée de terroriste maintenant par le parquet. Il est sans doute trop tôt pour s'exprimer, mais je voulais ici adresser toutes les condoléances et la solidarité du peuple français à l'égard de nos voisins belges. Aujourd'hui, c'est donc tenue une conférence importante qui est le fruit d'un travail de longue haleine que, à la fois, le président Sarraj, l'ensemble des parties prenantes libyennes, la communauté internationale et tout particulièrement le représentant des Nations Unies, Hassan Salamé, mène depuis des mois et des mois. En juillet 2017, nous avions tenu à la Celle Saint-Cloud une première réunion où le président Sarraj était présent avec le maréchal Haftar, en présence du représentant Salamé qui commençait sa mission et qui avait permis de dégager des premières lignes de force. Un travail très important a ensuite été conduit sur le terrain qui a jalonné les mois précédents. En septembre, le représentant Hassan Salamé avait exposé ainsi, après un été passé au travail avec l'ensemble des parties prenantes, ses propositions et sa feuille de route qui avait été validée aux Nations Unies en marge de l'Assemblée générale. Et un très gros travail a été fait ces derniers mois. La rencontre qui s'est tenue aujourd'hui est une rencontre historique parce qu'elle s'inscrit dans ce processus et qu'elle a été préparée de longue haleine par l'ensemble des parties prenantes et parce qu'elle a été accompagnée par l'ensemble de la communauté internationale qui a à connaître de cette situation. Nous avons tous partagé le même sentiment de responsabilité, d'urgence et d'engagement sur la nécessité d'aboutir rapidement à une solution politique en Libye. C'est la première fois que, sous cette forme, une telle réunion s'est tenue avec l'ensemble des responsables libyens. Étape clé pour la réconciliation en Libye. Monsieur Fayez Sarraj, président du Conseil présidentiel, Monsieur Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants, Monsieur Khaled Meshri, président du Haut Conseil d'État, et Monsieur Khalifa Haftar, commandant général de l'armée nationale libyenne, en présence de plusieurs délégations libyennes représentatives de composantes de la société libyenne. C'est la première fois que, sous ce format-là, l'ensemble de ces dirigeants, dont certains ne se reconnaissent pas mutuellement, se sont réunis, ont accepté de travailler ensemble et ont ensemble, vous l'avez vu, approuvé une déclaration commune. C'est une étape essentielle, importante et qui rend possible ce qui maintenant va venir. C'est aussi la première fois qu'en leur présence, nous avons rassemblé l'ensemble des membres de la communauté internationale sous l'ombrelle des Nations Unies qui ont à connaître de la situation libyenne. Pays voisins, pays africains, pays du Proche et Moyen-Orient, pays européens, organisations régionales, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ensemble des pays qui, parfois, il faut bien le dire, ces dernières années, ont essayé de tirer les ficelles de la situation libyenne derrière les rideaux, en jouant l'un contre l'autre, en se nourrissant des divisions, parfois des déstabilisations, ont accepté de travailler ensemble pour marquer aussi leur accord et soutenir ce travail conduit par les Libyens pour s'engager autour de cette feuille de route commune et de cette déclaration. C'est là aussi la première fois et c'est une avancée indispensable. Et je veux saluer la qualité du travail qui a pu se faire avec l'ensemble d'entre eux et une très bonne relation que nous avons nouée et construite durant ces dernières semaines pour œuvrer en ce sens. Ce travail est indispensable pour la Libye au premier chef. Le peuple libyen aspire à la sécurité, à la stabilité, à vivre mieux et à pouvoir exprimer sa souveraineté.
c'est ce que nous lui devons, parce que parfois nous avons pu décider de nous substituer à sa propre souveraineté. Et ce faisant, je crois que nous reconnaissons l'importance du peuple libyen, la dette que nous avons à son endroit et le travail que nous lui devons pour arriver à ce résultat. Ensuite, ce sujet est important pour toute la région et la mobilisation de l'Union africaine, de la Ligue arabe en particulier et de tous les États voisins et de nombreux États africains l'a montré. Aujourd'hui, la situation en Libye est un problème de sécurité, de stabilité qui la dépasse et qui touche la plupart de ces pays, avec des conséquences graves sur les pays voisins, sur tout le Sahel et une déstabilisation potentielle en Afrique, mais aussi au Proche et Moyen-Orient. Et donc l'engagement de tous derrière une solution souveraine, inclusive en Libye, est le témoignage de cette importance pour la sécurité collective et la stabilité de la région. Et puis cela nous touche aussi, parce que nombre d'États européens ont eu à connaître des conséquences de la crise en Libye. Je pense à l'Italie, qui a vécu ces derniers mois et ces dernières années une importante crise migratoire avec laquelle nous avons travaillé de manière exemplaire, et je veux ici saluer l'engagement de l'Italie dans le travail qui a été fait, mais elle a eu à connaître des conséquences directes de cette crise, et tous les pays européens, et la haute représentante de l'Union européenne était également présente avec nous, ont marqué leur engagement pour trouver une solution commune. Les discussions qui se sont déroulées ce matin ont donc montré une volonté de s'engager sur des points précis. D'abord, un consensus sur la nécessité d'unifier les institutions gouvernementales, économiques et de sécurité à terme pour contribuer à l'affirmation pleine et entière de l'État libyen, en mettant notamment fin à toute forme d'institution parallèle, avec un processus progressif qui se fera et trouvera son plein aboutissement à l'issue du processus électoral. Mais surtout avec la décision, et nous l'avons conclu ce matin même, de nous donner un calendrier et une procédure. Et donc, d'ici au 16 septembre, date importante pour le peuple libyen, soit d'avoir acté un changement constitutionnel, soit sur la base de la déclaration constitutionnelle existante, de pouvoir prendre le texte de loi électorale qui permettra d'organiser les élections. Et donc, d'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Et les trois présidents et le maréchal Haftar se sont engagés sur cela, ce qui est essentiel, parce qu'ils sont les acteurs qui rendront possible ce processus, là où depuis des mois, nous étions bloqués par les non-reconnaissances mutuelles et la capacité de l'un ou de l'autre à interrompre le processus. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives. Et donc l'engagement, sur la base de ce processus, de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et de lui permettre de l'exprimer à cette date. C'est un élément inédit, mais je crois qu'il est à la hauteur aussi des attentes du peuple libyen lui-même. Le représentant spécial Salamé a fait plusieurs sondages électoraux qui ont montré la volonté des Libyens de s'engager dans ce processus, de pouvoir exprimer leur voix et de décider le plus vite possible. Et ce texte va donc dans ce sens et vous sera présenté dans ses détails par M. Salamé dans quelques instants, après que la lecture en a été faite devant nous il y a quelques instants à peine. Avant de céder la parole à M. Salamé et Président Sarraj, je veux dire ici vraiment que la présence d'une vingtaine de pays et organisations régionales aux côtés des Nations Unies et des Libyens aujourd'hui témoigne de cette unité de la communauté internationale et du fait que nous avons un engagement unique derrière lequel nous allons œuvrer. Nous nous sommes tous engagés collectivement à soutenir les efforts, à respecter les engagements collectifs. C'est une étape, à cet égard, essentielle. Je veux ici remercier le travail remarquable qui a été fait depuis plusieurs mois
par Hassan Salamé, le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies. Je veux, Monsieur le Président Sarraj, vous remercier aussi, car dès le début, vous avez pris vos responsabilités et accepté ce dialogue inclusif et rendu possible la réunion et le travail que nous avons conduit ensemble aujourd'hui. Maintenant, nous avons des engagements clairs et précis, un calendrier. Il a été formellement et officiellement approuvé par les parties prenantes. Il a été soutenu par la communauté internationale. Nous n'avons plus qu'à agir avec un seul objectif, l'intérêt du peuple libyen. Je vous remercie et je vous cède la parole, Président. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage au rôle constructif de la France et à l'intérêt très marqué du président Macron quant à la situation en Libye. La présence des principaux responsables politiques ici est en soi déjà un pas positif. Tout le monde a accepté d'une manière ou d'une autre, et elle a annoncé d'une manière ou d'une autre son approbation pour des élections présidentielles et législatives, donc fixées au 10 décembre prochain. Et cela fait un an que nous proposons cela, et nous sommes ravis que tout le monde se soit enfin mis d'accord sur cela, et nous affirmons l'existence ou la nécessité d'une base constitutionnelle pour organiser les élections et la nécessité que tout le monde travaille ensemble pour les faire réussir. Premièrement, l'Assemblée nationale et le Haut Conseil d'État devront respecter leurs engagements et également voter les lois électorales nécessaires. À la réunion d'aujourd'hui, j'ai appelé à arrêter les combats partout en Libye. Assez de sang a coulé et nous appelons tout le monde au dialogue, à arrêter l'escalade militaire à Derna qui menace la vie de civils. Nous espérons parvenir à une formule ou à une solution qui nous permette d'ouvrir des corridors, des passages sécurisés et d'aider la population. Nous avons également réaffirmé notre refus du terrorisme et de la violence sous toutes ses formes. Tout accord entre les parties prenantes libyennes ne peut pas réussir si les ingérences négatives de certains pays se poursuivent dans nos pays également. Il faut une unité entre les pays de la région. Quant à la Libye, il faut aussi adopter des mesures extrêmement fermes à l'encontre de tous ceux qui essayent d'entraver le processus démocratique. Donc, nous appelons tout le monde à respecter ce qui a été adopté aujourd'hui. Nous appelons tout le monde à travailler ensemble pour réussir et nous espérons pouvoir décider notre volonté en respectant la volonté du peuple. Et je voudrais assurer un point supplémentaire. Aujourd'hui, nous avions insisté pour nous voulions qu'il y ait un cadre constitutionnel en plus d'une loi électorale. On se demandait est-ce que cette base constitutionnelle serait le référendum sur le texte présenté à l'Assemblée nationale ou alors amender la déclaration constitutionnelle ou prendre le chapitre concernant les élections dans le projet de constitution. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs alternatives que nous allons étudier et nous espérons pouvoir fixer et préciser cette base constitutionnelle avant le 16 septembre pour pouvoir mener à bien les élections le 10 décembre. Donc, bien évidemment, il y a eu un accord pour unifier les institutions militaires, pour poursuivre le dialogue du Caire. Et lorsque nous parlons, bien évidemment, des institutions militaires, nous parlons des institutions militaires, sécuritaires, sous une autorité politique civile. Et cela était très important parce que c'est là le choix des Libyens. Encore une fois, je voudrais remercier le président Macron, je voudrais remercier le docteur Hassan Salamé pour ses efforts. Nous espérons réussir tous dans ce que nous avons entrepris. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je serai bref. Je voulais simplement dire que sans le volontarisme, l'obstination, voire même l'entêtement de Monsieur le Président, cette réunion aurait eu beaucoup de difficultés à se tenir. Quand on connaît les arguties juridiques sans fin de nos amis libyens, quand on connaît les difficultés et la complexité de la situation, il faut un volontarisme de fer pour pouvoir réaliser cette réunion. C'est une réunion historique pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est que, encore une fois, nous ne remplaçons pas les Libyens. Ce sont les Libyens qui s'entendent entre eux en notre présence. Et cela est capital, parce que même si le monde entier
s'accorder sur ce qu'il faut faire en Libye et que les Libyens eux-mêmes ne décident pas d'admettre cela et de le réaliser eux-mêmes, on ne peut pas avancer. Or, aujourd'hui, Monsieur le Président a dit qu'il y a eu une reconnaissance mutuelle. Moi, je peux vous dire que dans un cas au moins, il y a eu une connaissance mutuelle, une première connaissance mutuelle, une première rencontre qui avait eu lieu entre les 4 éminentes personnalités libyennes qui se sont réunies ici. Donc il fallait sortir des arguties juridiques, il fallait sortir de ce débat sans fin sur qui est légitime, qui est illégitime, et il fallait remettre les intérêts du peuple libyen en toute première ligne. Et c'est quand on les remet en toute première ligne que se relativisent les arguties juridiques, les débats sur la légitimité, les contestations de qui est légitime et qui ne l'est pas, etc. C'est quand on met les intérêts du peuple libyen avant toute autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Le dernier point qui est essentiel et qui rend cette réunion historique, c'est que les Libyens ont beaucoup souffert, il faut le dire, de la multiplicité et même de la prolifération des initiatives extérieures, plus ou moins coordonnées entre elles et certainement plus ou moins coordonnées avec le plan d'action des Nations Unies. Ce qui rend cette réunion importante, c'est que des organisations régionales d'importance, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue des États arabes, mais également des chefs d'État des pays voisins, des responsables de pays fortement intéressés par l'avenir de la Libye, sont venus tenir le même discours et prendre les mêmes engagements et surtout, et c'est là ce qui est essentiel, être témoin de l'accord des Libyens entre eux. C'est pourquoi je pense que c'est un moment qui sera marqué dans l'histoire d'une pierre blanche et pour lequel, au nom du secrétaire général, qui n'a malheureusement pas pu se déplacer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée des forces de maintien de la paix des Nations Unies et le secrétaire général s'était engagé à les passer avec les forces qui avaient été victimes d'un attentat au Mali. Mais sinon, il aurait aimé bien être parmi nous. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations, Monsieur le Président, et ses remerciements. Mais au-delà de cela, c'est une journée importante pour la Libye et je suis heureux d'en être témoin avec vous, Monsieur le Président. Et acteur. Merci, Monsieur le représentant spécial. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Vincent Huge, l'Express. Bonjour, messieurs. Qu'adviendra-t-il dans l'hypothèse où un consensus ne se dégagerait pas à l'échéance du 16 septembre? Quelle serait dans ce cas l'assise institutionnelle et la légitimité d'un élu dont les prérogatives n'auraient pas été codifiées au préalable? Par ailleurs, à ma connaissance, sauf erreur ou omission, le document qui a été détaillé ce midi, n'a pas été formellement signé par les protagonistes. Pourquoi? Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre sous le contrôle de mes partenaires et qui me compléteront, me corrigeront. Mais je vais commencer par votre deuxième question. Il n'y a pas eu de signature formelle pour 2 raisons. La première, c'est que les parties présentes, en tout cas plusieurs d'entre elles, ont souhaité pouvoir partager cette déclaration avec leur mandant sur le sol libyen, mais ont obtenu en tout cas mandat de l'approuver officiellement, ce que nous avons fait devant vous. Mais avant une signature qui les engageait, elles souhaitaient pouvoir l'échanger. La deuxième raison, qui est encore plus fondamentale, et qui a été évoquée par le représentant spécial, c'est que vous aviez là des présidents d'institutions qui ne se reconnaissent pas mutuellement. Et donc, qui n'avaient pas à signer des textes, puisque dans les prises de parole d'ailleurs auxquelles nous avons assisté, les uns les autres niaient l'existence des structures qu'ils représentaient et leur légitimité. C'est toute la difficulté de la situation actuelle en Libye depuis des mois. Donc, nous avons trouvé cette formule qui me semble relever du bon sens, lequel peut parfois servir la diplomatie, qui consiste plutôt qu'à s'entêter à chercher une déclaration insignable par des gens qui ne se reconnaissent pas, à les faire d'abord se rencontrer, ce que nous avons fait aujourd'hui, travailler et avoir une approbation formelle qui les engage. Ils se sont tous engagés
à œuvrer selon ce calendrier. Ensuite, sur la date du 16 septembre et la légitimité de celui ou celle qui aura à être élu le 12 décembre. La déclaration constitutionnelle, qui est le régime sous lequel vit aujourd'hui le pays sur cette base-là, définit des compétences pour qui sera élu sur cette base. Donc, il serait faux de dire que si une nouvelle constitution n'était pas abordée, nous serions dans le vide le plus complet. Il y a une référence. Ensuite, ce qui a été décidé, parce qu'il fallait pouvoir, si je puis dire, sortir de la paralysie, tout le monde était d'accord pour dire on doit aller vers une élection. Et il y a des désaccords selon les partis pour dire il faut pour ça changer de constitution ou il faut clarifier la constitution actuelle. Si on ne mettait pas de date limite, on créait la situation de fait où collectivement on pouvait se bloquer pour rendre impossible l'organisation d'élections à venir. Et donc ce qui a été décidé en mettant cette date de butée du 16 septembre, et c'est très clairement dit dans le texte de la déclaration, et ça a été très bien rappelé par le président Sarraj, c'est de dire qu'il y a deux options. Soit on prend le projet de constitution qui a été construit, qui existe, qui est là, mais qui doit d'abord faire l'objet d'un vote à l'Assemblée, puis être soumis au peuple. Et donc on arrive à faire cette procédure législative puis référendaire d'ici au 16 septembre, ce qui est une option défendue par certains. Et dans ces cas-là, on a une base légale, en fonction de ça, on peut organiser les élections et on avance. C'est une option possible, elle est complexe. J'ai d'ailleurs moi-même fait état à mes amis du temps que supposait une réforme constitutionnelle. La France est en train d'en conduire une, elle est, je crois, moins ambitieuse que celle qui est envisagée pour la Libye, mais je n'envisage pas de la finaliser pour le 16 septembre. Ce ne serait d'ailleurs pas raisonnable. Donc, il ne faut pas qu'on soit bloqué en disant il n'y a que cette option-là. Et tout le monde, les trois présidents et le maréchal Haftar, tombaient d'accord pour dire si ça n'était pas la Constitution, alors, sur la base de la déclaration constitutionnelle, nous nous engageons à trouver l'élément de base juridique qui nous permet de prendre la loi électorale pour organiser cette élection. Et là-dessus en particulier, il était très important d'avoir l'engagement du président Saleh qui, compte tenu de sa responsabilité à la tête de l'Assemblée, aurait pu bloquer ce processus. Et il s'est engagé. Et donc, soit on aura une constitution adoptée par l'Assemblée et par le peuple, soit on aura une loi électorale adoptée par l'Assemblée sur la base de la déclaration constitutionnelle, mais dans tous les cas, il y aura donc bien un texte juridique fondé, reconnu de tous, puisque tous ont accepté cette procédure en transparence, qui permettra, d'une part, l'organisation sereine le 10 décembre qui suit, et surtout la légitimité de qui sera élu. Je ne veux pas... Vous êtes d'accord? Madame, puis alors monsieur. Monsieur le Président, quelle garantie aujourd'hui, je pose la question aux trois, quelle garantie que les querelles interarabes ne continuent à intervenir en Libye et entraver cet accord? Ensuite, les circonstances sécuritaires de la Libye qu'on connaît font qu'il y a beaucoup de milices qui ne sont pas ici présentes et qui peuvent tout à fait entraver cet accord. Donc, est-ce que vous avez des craintes sur le fait qu'elles peuvent entraver l'application de cet accord? بالفعل هناك كثير من التحديات اللي تواجه تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي. هناك وضع أمني، هناك وضع انقسام سياسي، هناك تدخلات خارجية، هناك أوضاع اقتصادية، كثير من التحديات اللي حنواجهها، لكن نحن نراهن على وطنية الأطراف الليبية اللي تعهدت اليوم بهذا الخيار، وبالتالي يجب أن نحن patriotique, comme ils se sont engagés aujourd'hui, nous allons travailler la main dans la main pour que dans ce laps de temps qui nous est garanti jusqu'aux élections, nous allons créer le
climat propice à l'organisation de ces élections. Politiquement et d'un point de vue sécuritaire, personne ne dit que ça va être une voie pavée de roses. Les défis sont là, les défis vont aller peut-être en s'accroissant. Le mois dernier, il y a eu une attaque terroriste contre la haute commission électorale. Il y a un certain nombre d'ennemis de ce processus démocratique qui pose un défi. Mais c'est le pari que nous avons fait, le pari que les forces nationales en Libye vont travailler pour réaliser ces objectifs. Merci. Juste d'un mot pour dire qu'en effet, vous avez raison, il y a eu beaucoup de déstabilisation venant de l'extérieur et parfois utilisant en effet les milices auxquelles vous avez fait référence. Moi, je veux d'abord noter les progrès qui ont été faits sur certains sujets. Nous nous sommes collectivement engagés l'année dernière à Abidjan en marge du sommet Union africaine-Union européenne pour réduire le rôle des trafiquants et pour justement aussi traiter de ce scandale qui était alors apparu, parce que plusieurs de vos collègues l'avaient fait sortir, de la traite d'êtres humains en Libye. Cette déclaration en 9 points conclue à Abidjan a donné ses effets par d'ailleurs un travail remarquable de l'Union africaine qui s'est mobilisée avec l'aide de l'OMI et donc sous la supervision des Nations Unies avec des financements de plusieurs pays africains et de l'Union européenne et a permis pour des dizaines de milliers de ressortissants africains de retrouver leur pays d'origine et sortir des camps. Nous avons en parallèle, conformément aux engagements pris le 28 août 2017 ici même à Paris avec plusieurs États africains, le président Sarraj était là, avec ses voisins et plusieurs États européens, nous avons accru la lutte contre les trafics d'êtres humains et des personnes qui gangrénaient profondément la Libye et étaient un élément aussi extrêmement préoccupant et justifiant, selon certains, beaucoup de ces interférences. Et nous avons eu des résultats, là aussi, en démantelant plusieurs réseaux de passeurs et donc en réduisant la place de certaines milices et de certains groupements. Donc un gros travail a été fait ces derniers mois en la matière. Il y a aussi un travail important qui a été fait de sécurisation sur le sol libyen. Néanmoins, il demeure 2 grandes difficultés, parce qu'il ne faut pas être naïf malgré tout le travail fait que je viens rapidement de rappeler. D'abord, le risque terroriste est là, et l'insécurité profonde. Elle a touché au cœur votre pays, Monsieur le Président, et elle nous a beaucoup bouleversés, avec plusieurs victimes, en particulier dans l'attentat récent dans les locaux de la commission électorale. Et elle a d'ailleurs, pour le processus qu'a aujourd'hui à superviser le représentant spécial Salamé, été un coup très difficile il y a quelques semaines. Et c'est aussi pour ça que cette conférence se justifiait pour nous tous nous rassembler et réagir collectivement face à cela. Est-ce qu'il n'y aura plus d'attentats terroristes, plus d'actions des milices dans les mois qui viennent en Libye? C'est impossible de vous dire que nous allons l'éradiquer. Et je pense que la mobilisation collective, le travail conjoint entre les parties libyennes et entre les différentes parties pour soutenir ce texte nous permettra en tout cas de lever des malentendus, de réduire cela et en tout cas de réduire la capacité à faire de certains groupes terroristes ou certaines milices, parce qu'elles s'étaient aussi beaucoup nourries de ces trafics que j'évoquais. Deuxième point, c'est sur le plan politique, les interférences que vous évoquiez. Je pense que cette mobilisation est de nature à les stopper. Pourquoi? C'est simple. Parce que qu'est-ce qui se passait ces derniers mois? Comme ce sont des gens extrêmement bien élevés et responsables, ils ne le diront jamais officiellement. Mais et le président Sarraj et les autres personnes éminents responsables qui étaient là, et le représentant spécial Salamé, quand ils disaient quelque chose après qu'on se soit parlé, par exemple, et ils avaient toujours un représentant dans notre pays qui disait « Non, 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 vous avez mal compris ce qu'il vous a dit, ça ne se passe pas comme ça, on va plutôt faire comme si. » C'était ça, tous les jours, avec une incertitude profonde, non pas que les dirigeants libyens aient besoin de la communauté internationale pour savoir ce qu'ils ont à faire, mais enfin, ils voulaient être sûrs que tout le monde était d'accord avant d'aller dans une direction. Et donc on a perdu beaucoup de temps en rassemblant tout le monde, en permettant à tout le monde de s'exprimer et de soutenir un processus précis, parce que la déclaration l'est sur les objectifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient économiques. En s'arrêtant sur des dates et un protocole comme nous venons de le détailler, plus personne ne pourra dire « je ne suis pas d'accord » ou « c'est pas comme ça ».
Parce qu'ils étaient là. Ils étaient sur la photo devant vous. Je leur ai demandé s'ils avaient une opposition au quasi-mariage des 4 partis qui étaient là. Personne n'a parlé. Donc ils ne peuvent pas venir s'opposer demain et aller dire aux représentants Salamé ou au président Sarraj, vous avez mal compris, ça ne va pas être le 16 septembre, ça ne va pas être comme ça ou comme ci. Non, c'est terminé. Et tous les pays qui comptent, qui ont eu un rôle, qui l'ont encore, qui ont des connexions en Libye, étaient présents. Il n'en manque pas un. Pas un. Donc ça, je pense que c'est un bon remède aux interférences que nous avons parfois collectivement créées. Ce qui a été dit par Monsieur le Président en ce qui concerne la question de la migration, une question qui a été débattue dans toutes les instances régionales et internationales, c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement libyen, pour les citoyens libyens. Et nous avons parlé d'un certain nombre de solutions, de propositions de solutions pour alléger le fardeau de ces immigrés clandestins. Comment on peut leur garantir l'abri, la nourriture et les besoins essentiels? Comment garantir qu'il n'y a pas de violation de leurs droits? Et comment garantir leur retour à leur pays d'origine? Il y a eu un rôle européen très important au cours des derniers mois. Un certain nombre de ces migrants ont été rapatriés vers leur pays, mais malheureusement, le problème, le nombre de ces migrants aujourd'hui sur le sol libyen, on peut parler de centaines de milliers. Nous avons besoin d'un effort colossal au niveau africain, au niveau européen et au niveau international pour apporter une réponse à cette question qui pose de graves problèmes à la Libye, à la région et à la communauté internationale. Nous savons que le problème de la migration clandestine concerne aussi un certain nombre de sujets, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue et un certain nombre de crimes et de criminalité organisée. Et nous sommes tous obligés de travailler ensemble avec l'État libyen, avec les autorités libyennes pour mettre fin à cette situation. Monsieur le Président, je viens d'écouter ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez obtenu des assurances des parties régionales internationales sur la non-intervention future dans les affaires libyennes? Parce qu'on a entendu par le passé beaucoup de déclarations venant des chefs d'État, de gouvernement ou des ministres qui s'intéressent à cette question, et puis après rien. Monsieur Sarraj, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre déclaration liminaire que vous tenez à ce que l'autorité militaire soit soumise à l'autorité civile. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Et par ailleurs, est-ce que la nouvelle constitution ou la nouvelle règle de l'élection permettrait aux militaires de se présenter à l'élection présidentielle? Enfin, pour M. Salamé, pour ne pas l'oublier, est-ce que vous ne craignez pas que le flou concernant cette loi électorale ou cette nouvelle constitution n'altère pas ce processus que vous mettez en marche? Merci. J'ai effectivement parlé d'un point essentiel, à savoir que l'institution militaire soit sous l'autorité d'un pouvoir civil. Nous ne réinventons pas la roue, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et je crois que l'existence de 2 pouvoirs parallèles, un civil et un militaire, ne peut qu'affecter négativement l'État. Quel était déjà votre deuxième point? Ah oui, pour qui peut être candidat, bien évidemment, c'est la loi électorale qui va fixer les conditions. Merci. Bon, ce sont des questions intéressantes. Pendant cette réunion qu'il y a eu ce matin, beaucoup de gens pensaient à tout le travail qui a été fait. Moi, je pensais surtout à tout le travail qui m'attend. Et c'est un travail immense, puisque d'ici précisément le 16 septembre, nous devons décider de la base constitutionnelle sur laquelle les élections vont avoir lieu. M. Sarraj a cité 3 possibilités. Ou un référendum sur le texte adopté le 29 juillet 2017, qui est problématique par certains points, mais qui est complet comme projet. Ou
une révision de la déclaration constitutionnelle de 2011, ou alors l'extraction du projet constitutionnel. C'est ce que certains membres de la commission constitutionnelle viennent de nous présenter, en fait, au cours des derniers jours. L'extraction des parties qui concernent l'élection et les compétences du président et de leur application immédiate en attendant l'adoption du référendum à plus long terme. Donc, ce qui m'attend au plus tôt, c'est d'essayer de trouver une de ces trois solutions, de voir laquelle recueille le plus de consensus parmi les... L'unanimité en Libye n'est pas plus facile à trouver qu'en France ou au Liban ou dans n'importe quel pays. L'unanimité est un leurre. Mais il faut trouver quelle est l'opinion dominante. Et cette opinion dominante, vous pouvez aider à la cristalliser vous-même en étant un peu créatif dans la manière dont vous présentez les différentes options. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est la motivation qui facilite ou rend plus difficile la solution d'un problème juridique. Si la vraie motivation libyenne, pas la vôtre ni la mienne, mais libyenne, de sortir du marasme dans lequel le pays se trouve aujourd'hui existe, on trouvera une solution. Si cette motivation n'existe pas, on trouvera toujours une argutie juridique pour dire que ça boite par ceci ou ça boite par cela. Et moi, je pense que cette motivation existe. Et cette motivation, moi, je la vois dans beaucoup de signes. D'abord, dans les sondages concernant la volonté des élections. Le chiffre, depuis que je suis arrivé il y a 9 mois, de ceux qui soutiennent la tenue des élections est monté de 57% à 71% à 83% la semaine dernière, au dernier sondage que nous avons mené. Je le trouve aussi dans le chiffre de ceux qui se sont enregistrés sur les listes électorales. Quand nous avons commencé le 6 décembre dernier avec l'aide de la Commission nationale électorale, qui est une institution indépendante et professionnelle, pour laquelle j'ai le plus grand respect, quand ils ont commencé l'enregistrement des électeurs, je me souviens bien d'une personnalité libyenne importante qui m'a dit « Si vous arrivez à enregistrer 500 à 600 personnes par jour, c'est déjà pas mal. » Il y a eu un jour, je me souviens très bien, le 26 décembre, où nous avons enregistré le même jour 32 000 le même jour, de telle sorte que, véritablement, le nombre de Libyens enregistrés sur les listes électorales est passé en l'espace de 2 ou 3 mois de 31% à 54%. Eh bien, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez indicatif. Ça, c'est le prof en moi qui parle. C'est très indicatif que l'on puisse, comme ça, presque doubler le nombre des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Par conséquent, si nous recherchons un référendum crédible et encore plus des élections crédibles, nous savons maintenant que le taux de participation sera certainement beaucoup plus élevé qu'aux dernières élections qu'il y a eu en 2014 et qui ont rendu ces élections quelque peu matière à discussion. Parce que nous savons qu'il y a déjà beaucoup plus de gens inscrits. Donc s'il y a cette motivation, moi je vais, si Monsieur le Président me le permet, résumer cela en une phrase. Je n'ai jamais vu une telle convergence entre la volonté populaire libyenne et la volonté de la communauté internationale. Dans les deux cas, il y a un appel à l'organisation d'élections, à revenir à la volonté populaire pour qu'elle décide qui est légitime et qui ne l'est pas sur la scène politique libyenne. Et ce serait dommage que cette fenêtre d'opportunité où il y a une telle convergence entre la volonté des Libyens eux-mêmes et la volonté de la communauté internationale, qu'on la perde. Ce serait un véritable crime en réalité. Sur les garanties internationales, tous les pays représentés se sont engagés à soutenir la déclaration. Et donc, ils se sont tous engagés à intervenir, accompagner, aider pour que ce qui est prévu dans la déclaration se réalise. C'est ça qui est très important. Et ça, c'est une première parce que nous n'avions jamais œuvré aussi clairement et très concrètement. Des pays disaient il faut organiser des élections rapidement, d'autres disaient non, il faut d'abord changer la Constitution. Certains des débats étaient les mêmes que les débats internes libyens. Certaines parties poussaient pour une forme de statu quo, d'autres pour aller très vite. Donc cette convergence
libyenne a aussi aidé à une convergence internationale et un plein soutien. Donc oui, cette garantie a été obtenue par l'engagement de tous derrière cette déclaration commune. Et après, les 3 questions que vous posez sont, reflètent parfaitement les débats que nous avons eus entre nous. Sur les soutiens, nous y avons mis fin par cette déclaration. Sur le rapport entre le militaire et le civil, le président Sarraj a très bien dit les choses. On sait où étaient les points de tension. Et je crois qu'il y a un accord unanime des 4 représentants pour dire, à l'issue du processus, le pouvoir militaire sera soumis à un pouvoir civil légitime et élu par le peuple. Ça, personne ne le conteste. Avancé. Et donc on voit bien que c'est encore une fois le processus électoral qui remet le peuple libyen souverain au centre qui est la solution. Et sur la loi électorale, le représentant spécial a parfaitement décrit les options techniques, mais tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'il nous faut faire ces élections pour le 10 décembre et il nous faut trouver la voie la plus honnête et la plus efficace. Et donc, légitimement, le flou va se lever comme, puisque vous utilisiez cette formule, dans les prochaines semaines, et c'est normal, on ne pouvait pas tout purger aujourd'hui. Le pas fait est immense, historique, mais les prochaines semaines permettront d'avoir un débat politique et juridique. Mais moi, j'ai noté 2 choses. Tout le monde a accepté de faire ses meilleurs efforts pour essayer de faire adopter une nouvelle constitution. Tout le monde s'est engagé à ce qu'il y ait une base juridiquement crédible et légitime pour organiser des élections en décembre, et donc prise au plus tard le 16 septembre. Et nul n'a contesté la 3e option présentée par le représentant spécial, c'est-à-dire la possibilité, sur la base de la déclaration constitutionnelle, de prendre des éléments qui permettraient de décider d'une loi électorale si on ne pouvait pas adopter une nouvelle constitution, ce qui est un point fondamental. Et tout le monde s'est engagé là-dessus. Et donc je considère qu'on a levé beaucoup de flou, puisqu'on a un calendrier, une procédure et l'engagement des partis, à commencer par celle du législateur, de prendre dans les délais la loi qui permettra d'agir et donc de ne pas bloquer. Donc sur tous ces points, on est sorti d'un blocage collectif paralysant qui était nourri par les divisions intra-libyennes, divisions régionales, divisions de la communauté internationale. C'est un moment de réconciliation pour l'efficacité et pour le peuple libyen. On va prendre une dernière question alors. Merci. Rachida El Azouzi du journal Mediapart. C'est une question qui s'adresse aux dirigeants libyens, mais cela n'empêche pas le regard du président français et de vous, Monsieur Salamé, représentant la communauté internationale. La situation des droits humains est très, très inquiétante en Libye depuis 2011. Est-ce que les dirigeants libyens, vous vous engagez aujourd'hui, avant la tenue de ces élections, à améliorer la situation des droits humains et notamment à rendre des comptes, y compris sur les abus commis par vos propres forces? Je pense au général Haftar qui est notamment visé par plusieurs plaintes, dont une plainte en France pour actes de torture et de barbarie déposée fin avril par un citoyen libyen qui a vu sa famille décimée lors du siège de Benghazi entre 2016 et 2017. طبعا بداية نحن موضوع حقوق الإنسان يعني موضوع En ce qui concerne les droits de l'homme, c'est un sujet à l'ordre du jour, y compris au sein de notre gouvernement. Cependant, les divisions politiques et les désordres en matière de sécurité, malheureusement, conduisent à certaines exactions. Mais cela ne signifie nullement leur donner une légitimité. Au contraire, nous poursuivons toute personne qui commet des exactions. Ça, c'est sur le principe. Et ce principe restera en vigueur, bien évidemment, y compris après les élections et avec le gouvernement nouvellement élu. Et je ne pense pas qu'il y ait prescription pour ces crimes-là, et c'est la justice qui aura pour mission de punir les coupables. Il faudra bien évidemment que la justice puisse travailler, qui, quand, comment, où, les preuves, etc. Et donc, ce sera à la justice et à la police de travailler pour monter les dossiers. Merci. Sur ce sujet, peut-être juste 2 remarques en complément. La première, pour dire que toutes les parties ce matin, puisque nous avons évoqué ce sujet, ont acté de 2 engagements et 2 lignes. La première, c'est la nécessité de lutter contre les groupements terroristes et le phénomène que nous évoquions tout à l'heure dans une réponse précédente.
Et le deuxième, c'est le respect strict des droits de l'homme et en particulier des civils et de leurs familles. Et ça a été très clairement rappelé et chacun s'est engagé sur ce sujet comme étant une des conditions pour justement assurer aussi la stabilité du pays et respecter les droits fondamentaux, les 4 représentants présents. La deuxième chose, c'est que quand on parle de droits de l'homme en Libye, vous faites référence à un fait très précis, et je vous donne là la ligne qui a été agréée par tous, sans me prononcer sur un cas dont je ne connais pas les détails et sur lesquels je ne veux prendre ici aucun engagement. Il y a aussi le sujet de la traite des êtres humains, qui a été un problème extrêmement important pour le sujet des droits de l'homme en Libye. Et sur ce sujet, je le redis, il y a eu un engagement très fort, en particulier le 9 points d'Abidjan, qui a permis d'agir et, je crois très profondément ces derniers mois, de réduire les cas indignes que nous avons et absolument insoutenables que nous avons tous vus à l'été et automne dernier. Et nous continuerons à agir en la matière. C'est-à-dire très concrètement, je l'ai redit à l'Union africaine, nous continuerons à agir de manière partenariale pour faire en sorte que toutes les personnes identifiées dans des campements qui se trouvent en Libye puissent être raccompagnées chez elles dans des conditions de sûreté et de sécurité, comme ce qui a été fait, avec les aides internationales, en particulier celles de l'OMI, et des financements, y compris européens, pour leur permettre de se réinstaller. Et nous avons encore renforcé nos coopérations avec plusieurs pays, pas les pays d'origine, mais les pays de passage, pour continuer à démanteler les réseaux de passeurs. Et je veux ici souligner le travail remarquable fait en particulier par le Niger et le Tchad dans cette bataille. Ces derniers mois, nous avons démantelé avec ces pays plusieurs réseaux de passeurs qui, jusqu'ici et depuis 2011, venaient peupler dans des conditions absolument inacceptables ces camps et utiliser la misère de toute la région. Donc voilà, sur le sujet des droits de l'homme, je voulais distinguer ces 2 points et vous redire en tout cas l'engagement qui est le nôtre, même si je ne saurais dire que tout est réglé aujourd'hui, ce serait faux. Et que c'est un travail de longue haleine, comme sur beaucoup des sujets que nous avons évoqués. Je disais en commençant que le jour est historique parce que nous avons fait une vraie avancée, que ce que nous avons fait n'avait pas de précédent. Mais parce que c'est un jour historique, il faut avoir beaucoup d'humilité et voir tout ce qui reste à faire, à la fois sur le plan politique, sur le terrain, sur le plan militaire et sur le plan humanitaire. Vous avez raison ici de rappeler ce sujet essentiel dans nos échanges. Je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup le président Sarraj et le représentant spécial Salamé pour leur travail, leur engagement au quotidien. Merci.